Bonjour, bonsoir à toutes et tous, c'est Elsker pour l'épisode 76 de Parlons Constitution. Aujourd'hui, premier épisode sur la révision constitutionnelle. On va se demander qui peut réviser la Constitution. Alors vous allez le voir, cet épisode est surtout un épisode introductif, mais un épisode important pour parler de la révision constitutionnelle. On va pas parler maintenant de procédure. La procédure qui sera dans Parlons Constitution, celle que je pense être la bonne par rapport à la Constitution qui a été dépeinte, qui a été créée, qui a été pensée dans cette série. On va d'abord voir quelques rappels pour aborder cette question, cette première introduction, ce premier passage important pour comprendre la logique qu'il y aura dans le prochain épisode sur la procédure. Donc, qui peut réviser la Constitution? Mais avant, quelques rappels, bien sûr, pour se souvenir de tout ce qu'on a déjà dit, qui peut avoir un rapport avec la révision constitutionnelle et aussi avec qui peut réviser la Constitution. D'abord, revenons sur la révision dérogatoire qu'on avait dit à l'épisode 12 pour changer la Constitution. Dans l'épisode 12, on se posait la question, comment est-ce qu'on fait pour qu'il y ait une nouvelle Constitution? Comment changer de constitution? Comment passer d'une cinquième république pour la France à une sixième république? Par exemple, une sixième république qui serait inspirée de Parlons Constitution, ou qui serait la constitution même de Parlons Constitution, ou une autre, peu importe. Eh bien, dans ma vision politique constitutionnelle dans cette série, ce serait une révision dérogatoire. C'est-à-dire que les constituants de la cinquième république voteraient non pas pour réviser la Constitution, mais voteraient conformément pour faire une révision constitutionnelle en quelque sorte, mais qui change pas la Constitution, mais qui plutôt institue une révision dérogatoire, un changement de Constitution, en fait, un passage non pas par une réforme de la Constitution, mais par exemple, une constituante citoyenne avec beaucoup de citoyens tirés au sort. Pourquoi beaucoup? Pour la représentativité. Alors ça, c'est dans ma vision politique constitutionnelle. Si demain, je devais décider moi seul comment est-ce qu'on fait, ce serait une révision dérogatoire avec cette constituante. Mais pas qu'avec cette constituante. Cette constituante, en fait, serait accompagnée d'un conseil de sages, entre guillemets, du droit, de sciences politiques et d'histoire. Pourquoi ça? Parce que la constitution, c'est quelque chose évidemment de très technique et juridique, donc des sages du droit, des personnes qui connaissent le droit, spécifiquement aussi le droit constitutionnel, bien sûr, aussi des personnes qui maîtrisent la science politique, qui sont des professionnels de la science politique, des grands politistes, qui pourraient donner leur avis, qui pourraient donner leur expérience, leur analyse sur le système politique et comment est-ce que la nouvelle constitution pourrait interagir sur le système politique tel qu'il est et tel qu'il sera. Également, pour éviter de refaire des erreurs historiques, on pourrait aussi s'appuyer sur des historiens, bien sûr. Donc pour moi, droit, sciences politiques et histoire, ce sont les 3 domaines qui doivent guider, qui doivent aider cette constituante citoyenne à former une nouvelle constitution. Et avec ceci, bien sûr, il y aurait des propositions et des arguments qui seraient ouverts à tous les Français. En fait, cette révision, ça ne se ferait pas tout seul, comme ça, dans un coin obscur, par une constituante, à huis clos. Non, ce serait publicisé. Il pourrait y avoir, on pourrait imaginer une plateforme en ligne, s'il y a encore Internet, ou s'il y a Internet. Mais ça pourrait être d'une autre façon, hein, bien sûr. Mais il faudrait qu'il y ait la possibilité qu'il y ait un débat public national de tous les citoyens, de tous les Français qui puissent participer pour proposer des choses, donner des arguments sur certaines propositions, pour ou contre certains articles, etc., pour pouvoir former une constitution qui soit la meilleure possible pour, en tout cas, le contexte politique dans lequel le pays sera. On a aussi vu la procédure de révision fondamentale à l'épisode 17. C'était l'épisode où je parlais de garantie des droits, donc garantie des droits fondamentaux, et quel texte il fallait garder. Et pour moi, les textes qu'il faut garder, eh bien, c'est aux citoyens eux-mêmes de décider via une révision fondamentale de la Constitution, c'est-à-dire une révision de la partie droits fondamentaux de la Constitution, qui est une partie bien spécifique dans ma vision politique, bien sûr. Cette procédure, ce serait la même initiative que pour la révision constitutionnelle, donc on en parlera dans cet épisode-là, ou plutôt dans l'épisode prochain, bien sûr, quand on parlera de la procédure que j'imagine pour réviser la Constitution. Mais ce qu'on avait aussi dit, c'est que ce serait au suffrage universel, direct, individuel, égal et secret. Suffrage universel, ça veut dire tous les Français.
tous les Français, tous les citoyens. Et bien sûr, un suffrage direct, c'est-à-dire que ce sont les citoyens français qui voteraient directement, de façon individuelle, de façon égale et secrète, donc dans des isoloirs, hein, vous comprenez bien ce que ça veut dire. En fait, ce serait à la majorité qualifiée du peuple majeur pour toute modification, que ce soit un ajout ou un retrait ou une modification d'un droit fondamental. Je vais imaginer, voilà, je ne sais pas exactement combien, ça peut se discuter, mais que ce serait 75 du peuple majeur, bien sûr, des citoyens, donc qui pourraient participer à ce grand référendum, à ce grand vote sur les droits fondamentaux. Et pourquoi pas une majorité absolue ou une majorité simple? Pourquoi pas? Eh bien, tout simplement parce que les droits fondamentaux, c'est ce qu'il y a de plus protecteur pour les individus. Donc, une majorité, même absolue, c'est-à-dire 50% de la population, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant, car ça voudrait dire qu'on rend possible une tyrannie de la majorité. Bien sûr, même à 75%, il pourrait y avoir une grosse majorité de la population, plus de 75% qui veulent martyriser, qui veulent nuire aux droits de 10% de la population. Bien sûr, ce serait possible avec 75%, mais ça reste limité. En fait, cette majorité qualifiée, c'est pour éviter des changements trop faciles des droits fondamentaux, car ce sont vraiment des droits essentiels reconnus pour les individus. Reconnus de quelle manière? Bien sûr, dans la Constitution, par une protection de la Cour constitutionnelle, mais surtout par leur type. Parce que ça, c'est une limitation aussi. C'est pas n'importe quoi les droits fondamentaux. Il y a une obligation de caractère général, impersonnel et protecteur, c'est-à-dire bénéfique pour la situation personnelle de l'individu. Autre limitation aussi, pour éviter des référendums sur 40 articles, il y aurait une limite du nombre d'articles modifiables. Bien sûr, encore une fois, le nombre exact, c'est à mettre en débat. 10, 20, 15, voilà, je ne sais pas exactement. Sauf bien sûr la première fois, hein. Bien sûr, quand c'est la première constitution, quand c'est le premier débat autour des droits fondamentaux, on peut en mettre plus, il y a pas de limite. Mais sinon, il faudrait une limite pour éviter que le débat soit impossible à cause d'une modification trop importante du nombre d'articles. Ce qui en plus pourrait déstabiliser, le droit, le système juridique et l'ensemble du pays si la modification est beaucoup trop importante, beaucoup trop forte, avec beaucoup trop de choses différentes, voire contradictoires, opposées aussi avec ce qu'il y avait avant. Changement brutal en fait. C'est aussi pour éviter ça. Mais surtout, pour permettre un débat sur ces articles qu'on veut modifier. Donc ça, ce sont les procédures qui ne sont pas réellement la révision de la Constitution, mais qui s'en rapprochent, qui sont dans un contexte bien particulier. La procédure de révision fondamentale, on l'a vu, c'est un type de révision bien spécifique. C'est pas la révision de la Constitution dans tout ce qui concerne l'organisation des pouvoirs. C'est sur sa partie droit fondamental, c'est-à-dire la Constitution sociale. La révision dérogatoire pour changer la Constitution, on pourrait s'en inspirer, mais c'est quelque chose d'assez spécial. On va y revenir. Bien, maintenant qu'on a dit ça, on va commencer, avec d'autres rappels encore bien sûr, à parler de qui pourrait réviser la Constitution. Pour parler de ça, il faut rappeler la différence entre citoyenneté active et citoyenneté passive. Ce qui concerne la citoyenneté, on l'a vu aux épisodes 19 à 21. Dans ma vision politique, dans la Constitution, il y a des citoyens actifs et des citoyens passifs. Pourquoi? Il y a en fait un impératif de rationalité pour une recherche de l'intérêt général, un usage de la raison qui est recherché. Pourquoi ça? Je viens de le dire, pour rechercher l'intérêt général. En fait, pour essayer d'atteindre l'objectif, le but de la société, j'avais dit être, voilà, c'est un grand but, hein, c'est pas non plus quelque chose de très précis, mais c'est un but qui est pour moi celui de la société, et qui est aussi un peu celui de chacun d'entre nous, c'est la recherche du bonheur. Mais j'avais bien marqué recherche du bonheur de tous et de chacun. Donc on est dans une recherche du bonheur. Le but de la société, c'est pas d'imposer une vision du bonheur, c'est de permettre la recherche à la fois collective et individuelle du bonheur. Et donc pour ça, pour que le système politique puisse atteindre cet objectif-là, il fait qu'il y a quand même un certain raisonnement derrière. Donc pour la recherche de cet intérêt général, il faut un impératif de rationalité, donc d'usage de sa raison. Et comment est-ce qu'on vérifie que le citoyen utilise sa raison? Comment est-ce qu'on vérifie que les personnes qui vont voter, par exemple, ne le font pas pour des raisons absurdes,
mais utilisent leur raison, s'intéressent réellement aux questions politiques, à la question qui leur est posée lors du vote ou lors d'une élection, eh bien, cet usage de la raison, il serait appréhendé par l'intérêt pour le politique. L'intérêt qui est porté par le citoyen pour la chose politique, pour les événements politiques, pour les idéologies, etc., etc. Alors bien sûr, c'est pas la même chose que des compétences politiques. Déjà parce que qu'est-ce qu'une compétence politique? On pourrait dire que c'est une compétence de dirigeant politique, mais pas forcément. Non, pas d'idée de compétence politique. On parle juste d'un simple intérêt. C'est pas vraiment non plus des connaissances politiques à proprement parler. Bien évidemment, la question de connaissances politiques, elle pose problème. Est-ce que les connaissances politiques, ce sont des opinions politiques ou est-ce que c'est des connaissances du système politique, des idéologies existantes, du débat public, du droit, et cetera, de l'administration? Qu'est-ce que ça pourrait être? Voilà, c'est difficile à définir. Donc pour moi, c'est pas vraiment non plus de la connaissance politique. Bien sûr, il y aura des questions de connaissance, mais ça évolue. Donc on va pas mesurer la connaissance politique en elle-même. On va mesurer surtout un intérêt pour les politiques. Et ces citoyens actifs qui auront montré leur intérêt pour le politique auront ainsi des droits politiques supplémentaires, dont certains droits de vote. Et comment est-ce qu'on mesure cet intérêt? Bah, par un test. Un test qui serait accessible gratuitement dans chaque commune qui permettrait d'obtenir une attestation temporaire. Je dis, pourquoi pas, 15 ans. 15 ans, ça me paraît être, une bonne durée. C'est-à-dire que une fois qu'on a passé le test et qu'on l'a réussi, bien sûr, on obtient l'attestation du test de l'intérêt pour le politique, qui permet d'avoir des droits politiques supplémentaires pendant 15 ans. Et au bout de 15 ans, ou même un peu avant, hein, bien sûr, avant la fin de l'expiration de ces droits, on repasse le test. 15 ans, si on imagine une vie, assez longue quand même, de plus de 75 ans, ça ferait, à peu près, 5 tests à passer dans la vie. Ça va encore. Bien sûr, là, je résume. Qu'est-ce qu'il y aurait dans ce test? On l'a vu dans l'épisode 20. Je vais pas redire parce que sinon ce serait un peu long pour des rappels, sachant que les rappels dans cet épisode vont prendre quand même une bonne partie de l'épisode. Alors, qui peut voter? C'est pas la même chose que qui peut réviser la Constitution, hein, bien sûr. Mais on en avait parlé dans l'épisode 46 et dans l'épisode 50. En principe, qui peut voter? En principe, ce sont des questions politiques, le vote. Ce sont les citoyens actifs qui doivent pouvoir voter. Mais il y a des exceptions. Les exceptions, c'est pour contrôler le président de la République, mais aussi pour l'élire. C'est aussi pour protéger la citoyenneté et protéger ses droits fondamentaux. Par exemple, la procédure de révision fondamentale, c'est tout le peuple, tous les citoyens, passifs ou actifs, qui peuvent voter. Car c'est important pour la protection des individus. Donc il n'y a pas un intérêt pour le politique qui est nécessaire. Bien sûr, c'est important. Mais sur des questions aussi importantes que les droits fondamentaux qui touchent à la protection des droits de l'individu, de chaque individu lui-même, on peut considérer que c'est suffisamment important pour que tout le monde puisse avoir le droit de vote, et surtout que ça concerne tout le monde de façon fondamentale, de façon importante, en matière de droit. Donc voilà. Maintenant, j'aimerais rappeler les rôles de chaque chambre, donc c'est-à-dire de chaque chambre du Parlement, donc le pouvoir législatif. Je parle ici des assemblées, on l'avait vu à l'épisode 23. Il y a d'abord l'Assemblée nationale, qui est en fait une législation courante. Elle détermine la politique de la nation, elle contrôle le gouvernement, elle vote les lois ordinaires, etc., etc. Il y a ensuite la Chambre des sages. C'est pas comme le Sénat, hein, actuellement. Dans la Ve République, il y a un Sénat, c'est autre chose. Là, il y a l'Assemblée nationale et il y a la Chambre des sages. Son but, c'est de viser la permanence. Elle fait des lois unanimes, principales ou éminentes. Je ne sais pas exactement encore comment on pourrait les appeler. Voilà, ce sont trois noms potentiels, loi unanime, loi principale ou loi éminente. Et le but de cette Chambre des sages, c'est de faire ces lois-là. C'est aussi de forcer le dialogue, d'inciter au dialogue entre les différents partis politiques, entre les différentes visions politiques au sein du pays, pour essayer de viser des lois qui soient permanentes, entre guillemets, c'est-à-dire des lois qui puissent rester dans le temps, parce qu'elles sont suffisamment unanimement reconnues comme étant importantes. On a ensuite le conseil scientifique. Son but à lui, c'est de veiller au respect de la science. Il a ainsi un veto scientifique absolu, il peut aussi mettre des préavis de veto, c'est-à-dire avant de déclencher un veto, il peut dire qu'il va déclencher un veto, mettre en quelque sorte une alerte. Donc un préavis de veto
Et il y a aussi le veto scientifique qui est absolu. Il empêche une loi ou une loi unanime principale éminente d'être adoptée. C'est pour éviter que des lois agissent en contradiction totale avec la science. Bien sûr, ça doit porter que sur des questions scientifiques. Ça ne doit pas porter sur des questions politiques ou philosophiques. Et bien sûr, c'est le conseil scientifique, il doit aussi conseiller le gouvernement et les autres membres du Parlement, hein, Assemblée nationale, Chambre des sages, pour tout ce qui concerne l'aspect plus scientifique des décisions qu'ils vont prendre, etc., etc. Aussi pour motiver ces préavis de veto, ces vétos scientifiques, et éviter qu'il ait à utiliser ce pouvoir-là. Bien. Donc on a vu on n'a pas revu tous les pouvoirs qu'il y a dans par la Constitution, on n'a pas revu le gouvernement, et cetera. Mais on a des choses importantes ici et on a vu juste avant des procédures, qu'on a déjà vues qui concernent pas tout à fait la révision de la Constitution, mais pas loin des choses qui s'en rapprochent. Donc, qui peut réviser la Constitution? Je vous ai dit qu'on allait revenir sur, cette procédure-là pour mettre une nouvelle Constitution en place. Pourquoi est-ce que c'est pas exactement comme la révision constitutionnelle? En fait, c'est parce qu'il y a 2 pouvoirs constituants. Il y a le pouvoir constituant originaire et le pouvoir constituant dérivé. Alors qu'est-ce que c'est? Je vais reprendre des définitions, du vocabulaire juridique, association Henri Capitant aux Presses universitaires de France, la 13e édition, Cornu, Gérard Cornu bien sûr, en 2020, un ouvrage que j'ai déjà utilisé, un vocabulaire juridique que j'ai déjà utilisé plusieurs fois au cours de cette série. Que nous dit ce vocabulaire juridique? Il nous dit que le pouvoir constituant originaire, c'est celui pour l'édiction d'une constitution. Donc une constitution entièrement nouvelle, qui s'appuie sur aucune investiture donnée par une constitution antérieure. On a ensuite le pouvoir constituant dérivé. Lui, c'est celui qui est établi par une constitution déjà existante. C'est un pouvoir qui est défini dans la constitution. Pourquoi? Pour réviser la constitution. On est clairement là-dedans quand on parle de révision constitutionnelle. On parle de pouvoir constituant dérivé. Donc c'est pas la même chose que ce que j'ai dit pour mettre en place une nouvelle constitution. Cette révision dérogatoire pour mettre en place une nouvelle constitution dont j'ai parlé au début, c'est en quelque sorte du pouvoir constituant originaire. Alors bon, on est un peu entre les deux en réalité, parce que là c'est pour édicter une nouvelle constitution, mais en même temps, il y a quand même une pseudo-investiture, dérogatoire bien sûr, mais il y a quand même une investiture qui est donnée par une constitution antérieure. Mais en fait, si on joue bien sur les mots, c'est pas par la constitution d'avant que ce pouvoir constituant originaire pour une nouvelle constitution est mis en place. En fait, ce rôle, cette investiture, ce pouvoir qui serait donné à cette constituante citoyenne ne serait pas par la constitution, mais par le pouvoir constituant qui dérogerait à la procédure, standard de révision de la Constitution, non pas pour réviser la Constitution, mais pour instituer cette constituante qui, serait chargée de mettre en place une nouvelle Constitution. Donc il y aurait quand même une légitimité pour l'ancienne Constitution, mais en même temps, ce serait pas l'ancienne Constitution qui aurait prévu ce cas-là. Voilà, c'est pour ça on est un peu entre les 2, mais en réalité ça reste quand même du pouvoir constituant originaire. Et est-ce que c'est la même chose? Est-ce que les 2 pouvoirs doivent agir de la même manière? Est-ce qu'ils peuvent agir de la même manière? Eh bien, en réalité, les situations, les personnes, les procédures sont potentiellement différentes. Déjà, les situations, ça peut être une nouvelle constitution qui est édictée, qui est créée dans un moment de guerre. Guerre civile, guerre, avec un pays étranger, imposition par un coup d'État, bref, c'est pas une situation politiquement qui soit très très stable, peut y avoir un contexte de guerre et donc ça peut créer une pression ou des raisons en fait, politiques pour certains acteurs de changer de constitution. Mais en fait, ces situations, ces personnes et donc ces procédures sont potentiellement différentes, mais pas nécessairement. En réalité, on pourrait imaginer des conditions d'origine qui soient politiquement stables et saines. Par exemple, s'il n'y a pas de mouvement social particulièrement important, de crise politique majeure, de dysfonctionnement des institutions politiques, euh, ou alors de guerre, etc. Pour imaginer un contexte où c'est arrivé progressivement dans le débat public, il y a eu une volonté, d'ériger une nouvelle constitution parce que le système politique ne marche pas exactement comme on aimerait qu'il marche, il dysfonctionne un petit peu, mais c'est rien de critique. Globalement, la situation politique est
plutôt stable, en tout cas, elle est correcte et il y a pas quelque chose de malsain comme un conflit, un coup d'État, heu, ou un pouvoir très important, une personne très influente qui voudrait, donner sa constitution ou qui menacerait des acteurs, politiques importants, comme le président, pour imposer, une nouvelle constitution. Bref, des conditions politiquement stables et saines. Eh bien, si les conditions d'origine étaient comme ça, les procédures devraient logiquement être très similaires. Pourquoi? En fait, ça pourrait même être identique ou alors presque identique. En fait, c'est tout simplement parce que s'il y a une possibilité pour le constituant originaire de faire un peu comme il voulait, d'être institué d'une façon saine et politiquement réfléchie, on peut imaginer que la procédure qui sera adoptée pour cette constituante soit reprise dans la constitution pour la réviser ensuite. Parce que le pouvoir constituant, que ce soit une constituante citoyenne ou non, hein, conserveraient les mêmes idées, que de la même manière de faire, en fait, qu'ils ont jugé bonne pour mettre en place une nouvelle constitution et donc ils la jugeraient bonne aussi, logiquement, s'ils ont utilisé celle-là, ils la jugeraient bonne aussi pour réviser la constitution. Mais pas forcément, en fait, pas forcément. Et du coup, on pourrait imaginer que ma constituante citoyenne là, que j'ai voulu, de mes vœux, heu, ce soit une constituante citoyenne originaire qui devienne ensuite une constituante citoyenne dérivée. C'est-à-dire on garde la même chose. Mais bon, est-ce que c'est réellement possible? On peut pas vraiment avoir une constituante citoyenne permanente. Ça n'a pas de sens. S'il y avait tout le temps de constituante citoyenne, ça voudrait dire qu'il y a tout le temps un besoin de modifier la constitution. Or, on peut pas imaginer que ce soit le cas. Si elle est bien la constitution, pourquoi est-ce qu'il y aurait une constituante citoyenne qui la modifierait ou qui en voudrait une nouvelle, de façon permanente? Ça n'a pas de sens. Parce qu'on pourrait imaginer qu'elle juge que la constitution soit très bien, et dans ce cas-là, elle aurait pas de boulot. C'est un peu bizarre. Donc il faudrait peut-être une initiative différente. Une constituante citoyenne, dérivée, mais qui se réunissent que lorsque, telle personnalité politique, telle institution politique, je ne sais pas, le peuple lui-même via une pétition, le gouvernement, l'assemblée, le président de la République, autre chose, autre personne, autre institution, pourrait déclencher la constitution d'une constituante citoyenne dérivée pour modifier la constitution. C'est des choses envisageables, c'est des pistes envisageables. Maintenant, passons à un autre sujet. Qui pour réviser la Constitution, qu'est-ce qu'il leur faudrait? Eh bien, il leur faudrait des connaissances politiques, juridiques et scientifiques. La Constitution, on l'a vu dans l'épisode 1, c'est l'ensemble des règles suprêmes fondant l'autorité étatique, organisant ses institutions, lui donnant ses pouvoirs et souvent aussi lui imposant des limitations, en particulier en garantissant des libertés aux sujets ou aux citoyens. Ce sont les libertés et droits fondamentaux dont on a parlé un petit peu avec la procédure de révision fondamentale. Cette définition, bien sûr, est reprise du vocabulaire juridique dont j'ai parlé juste avant. Eh bien, comme il y a cette constitution qui est en fait un petit peu technique, qui porte sur des questions juridiques, et aussi politiques, qui touchent à la vie du système politique dans son ensemble, c'est-à-dire les politiciens, le vote, les institutions, l'élection, la manière dont le pouvoir politique va s'organiser, se mettre en place, comment l'État est organisé, comment est-ce que le territoire national est organisé, d'une certaine manière aussi, quelles institutions seront mises en place, pour faire les lois, pour qu'il y ait un système judiciaire, pour, la gestion de l'armée, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, et cetera. Eh bien, comme c'est des questions techniques, juridiques, politiques qui touchent à l'ensemble du système politique, il faut que ce système politique soit analysé d'une façon neutre pour être amélioré. Pour que le système politique soit amélioré, donc que la constitution soit améliorée. Et oui, le but d'une révision, c'est d'améliorer les choses, d'améliorer la constitution. Donc il faut analyser. Et des personnalités politiques seulement ne peuvent pas le faire d'une façon neutre. C'est très utile d'avoir un regard, plus ou moins neutre, en tout cas un regard scientifique. Donc ce sont des sciences sociales et en particulier la science politique qui s'occupent d'analyser de façon scientifique et neutre, en tout cas le plus neutre possible, qui s'occupe donc d'analyser le système politique, la vie politique dans son ensemble. Et aussi en particulier, bien sûr, sur certains sujets, comme sur la Constitution, le côté constitutionnel, mais là, on bascule aussi sur tout droit constitutionnel. Alors, il faut, à minima, à un moment de la procédure, l'intervention de personnes compétentes dans ces domaines.
domaines politiques, juridiques et scientifiques. D'où l'intervention que j'ai pensée pour la mise en place d'une nouvelle constitution qu'on a vu au début avec cette constituante citoyenne, mais aussi avec un conseil de sages en droit, côté juridique, en sciences politiques et en histoire. La question de l'analyse, de la compréhension la plus neutre possible, autant que ce soit possible, du système politique et de la constitution, de son histoire aussi. Maintenant qu'on a vu ça, on va pas se demander tout de suite qui peut réviser la Constitution, on va pas le décider maintenant. Mais on peut déjà se poser la question de l'intervention ou non du peuple, des citoyens, puisqu'ils interviennent déjà avec la procédure de révision fondamentale. Est-ce qu'ils ne devraient pas aussi intervenir dans la révision de la Constitution qui ne concerne pas les droits fondamentaux? Est-ce qu'en fait, il faudrait un consentement du peuple, au moins ça? Est-ce que ce serait inévitable? Est-ce que tout le peuple, tous les citoyens doivent à minima consentir à cette révision de la Constitution? Actuellement, c'est pas le cas, hein. Actuellement, il y a la possibilité de réviser la Constitution sans recourir à l'intervention du peuple, c'est-à-dire les représentants politiques de l'Assemblée nationale et du Sénat. Donc là, je parle bien sûr de la Cinquième République française et pas de cette vision politique constitutionnelle. Je parle pas de par la Constitution, puisqu'il n'y a pas de Sénat. Non, je parle dans la Constitution actuelle de la France, au moment où je parle, c'est pas nécessaire. Il y a la possibilité que le Congrès se réunisse, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est pas très intéressant ici, mais sachez-le, si vous voulez aller voir, article 89 de la Constitution sur la révision constitutionnelle, donc la révision de la Constitution. Il y a la possibilité de faire une révision de la Constitution sans référendum. Alors, est-ce qu'il faudrait pas? En fait, pour moi, seule une partie du peuple, celle qui s'intéresse aux institutions, à la politique en général, pourrait avoir une opinion construite, réfléchie, pertinente, et ensuite consentir en connaissance de cause. La partie du peuple qui ne s'intéresse pas aux questions de constitution, aux institutions, à la politique même de façon générale, hein, tout simplement, pourrait pas avoir une opinion construite et intéressante, et pertinente, donc utile pour modifier la constitution, et donc à prendre en compte. Elle ne pourrait pas consentir en connaissance de cause. Alors bien sûr, elle pourrait prendre le temps, cette partie de la population, cette partie du peuple, pour s'intéresser. Mais si elle le fait, elle change de catégorie. Comment est-ce qu'elle pourrait le faire? Bon, de façon informelle, en participant à des débats, en se renseignant dans les médias pour comprendre la Constitution, le débat qui serait peut-être en cours, etc., etc. Mais en pratique, comment est-ce qu'on peut le savoir? Eh bien, par le test de l'intérêt pour le politique. En fait, pour moi, il faudrait un référendum des citoyens actifs, mais pas un référendum de tout le peuple, pour les questions de constitution qui ne soient pas sur les droits et libertés, qui ne soient pas sur les droits fondamentaux. Donc si on reprend tout ce que j'ai dit, qui peut réviser la Constitution? D'abord, ce serait une procédure avec des personnes compétentes et légitimes sur les questions de constitution, autant d'un point de vue politique que juridique et aussi scientifique. Et donc, qui ça pourrait être? Pour la compétence politique, ça pourrait être l'Assemblée nationale, ou la Chambre des sages, ou le président de la République, ou les directeurs qui en fait remplacent le Premier ministre actuellement, hein. Voilà, dans ma constitution, dans ma vision politique constitutionnelle, dans ce que je dépeins dans la constitution, il n'y a pas de Premier ministre. Il y a des directeurs à la place, ils seront au nombre de 3. Je ne rentre pas dans les détails, bien sûr, on l'a vu dans d'autres épisodes. Ça pourrait être aussi les citoyens actifs. Toutes ces personnes-là, par la Constitution, ont une compétence politique qui est reconnue, ont une certaine légitimité. Pas tous la même, et donc, forcément, peut-être que certains vont intervenir et pas d'autres. Peut-être que certains vont intervenir sur certains points, pas les mêmes que les autres. Mais ça, on le verra dans l'épisode prochain. Concernant la compétence juridique, ça pourrait être la Cour constitutionnelle. Comment est-ce qu'elle interviendrait? À quel moment de la procédure? Pour dire quoi? Ça pourrait être le CSM, le Conseil supérieur de la magistrature. Ou alors ça pourrait être d'autres personnes, certains juristes éminents. Mais comment seraient-ils désignés? Par qui? Pour être tirés au sort? Ou élus? Élus par les juristes? Bon, la question reste en suspens. C'est des questions pour ouvrir à cette idée-là. Comme je vous l'ai dit au début, je prépare dans cet épisode le prochain. Je dégrossis en fait en abordant cette question de qui peut réviser la Constitution. Surtout pour moi, qui doit entrer dans cette procédure?
quel type de compétences sont requises, qu'est-ce qu'on cherche, quelles compétences on a besoin dans la discussion pour réviser la Constitution. Compétences politiques, compétences juridiques et aussi compétences scientifiques. Ça pourrait être le conseil scientifique ou un autre conseil choisi. Mais s'il est choisi, par qui? Bien. Donc cette compétence scientifique, je le rappelle, ce serait surtout en sciences sociales, évidemment, tout ce qui est sciences politiques, sociologie politique et histoire aussi, bien évidemment. Je viens de dire également qu'il faudrait un consentement des citoyens actifs. Ce consentement, il est inévitable, il est requis. Pourquoi est-ce qu'il faut un consentement des citoyens actifs? Pourquoi un consentement déjà? Parce que la population, c'est elle qui va ensuite interagir avec les institutions, participer à la vie des institutions. C'est l'ensemble des citoyens qui constituent une légitimité démocratique et donc une acceptation de ces nouvelles institutions réformées par cette révision. Et le consentement permet une acceptation, permet une légitimation de la révision, des nouveaux pouvoirs qui seraient obtenus par certaines institutions ou les nouvelles institutions qui seraient créées. Bref, ça permet de légitimer cette révision, de la faire accepter aussi, et donc d'éviter des contestations, en tout cas en limiter les contestations, la rendre légitime et donc acceptable et le plus possible acceptée et donc la rendre moins dure à appliquer par le nouveau pouvoir qui serait institué à la suite de cette révision. En plus, bien sûr, des autres avantages de faire participer tout le monde au débat, de redonner du pouvoir aux citoyens, ce genre de choses. Mais pour moi, ce serait que les citoyens actifs, car ils montrent un intérêt pour le politique et donc ont un avis construit et pertinent sur les questions de constitution. Et ce consentement, il pourrait être obtenu uniquement par un référendum des citoyens actifs. Ou alors, ça pourrait être par une constituante citoyenne dérivée, comme je l'ai évoqué l'hypothèse, initiée par exemple par une pétition citoyenne. Une pétition citoyenne active, c'est-à-dire pétition citoyenne simple. Tous les citoyens, même les citoyens passifs, peuvent la signer. Pétition citoyenne active, ce sont que les citoyens actifs qui peuvent la signer. Pourquoi pas? C'est envisageable. Ou alors ça pourrait être une constituante citoyenne dérivée, initiée par un autre pouvoir, par exemple par la Chambre des sages. Ici, j'ai mis que des hypothèses, mais je cadre quand même la réflexion, pour qu'ensuite, dans le prochain épisode, on voit quelle procédure exactement il y aurait dans la Constitution, dans cette vision politique, qui permettent de réviser la Constitution. Merci à toutes et tous d'avoir regardé cet épisode 76. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Heu, Même si dans le prochain épisode, bien sûr, il y aura un petit rappel au début, cet épisode est vraiment important pour comprendre toute la logique sur laquelle je vais m'appuyer la prochaine fois pour développer une procédure cohérente pour la révision de la Constitution. Merci encore, c'était Healthcare. N'hésitez pas, pouce en l'air, les commentaires, et cetera, et cetera. Vous connaissez la musique. Allez, ciao!